Salut à tous, on se retrouve enfin pour le 15e épisode d'Otabreak consacré à l'arc Whole Cake Island. Il s'agit d'un arc qui a beaucoup fait parler, que ce soit en bien ou en mal. J'ai également beaucoup de choses à dire, voilà pourquoi j'ai pris le temps de relire l'arc intégralement pour vous pondre une critique la plus complète possible. C'était un arc de merde. Ça y est, ça commence. Bon, il n'y aura pas de langue de bois avec moi, je préfère vous prévenir tout de suite. Même si One Piece reste l'un de mes mangas préférés sans contestation possible, c'est pas ce qui va m'empêcher de mettre en avant les gros points noirs de cet arc, il y en a quand même un beau paquet. Par conséquent, j'ai décidé d'opter pour le système de points positifs et points négatifs, tout en développant chacun d'entre eux pour que ce soit un peu plus simple. Inutile de vous préciser que je vais forcément devoir spoiler, donc si vous n'êtes pas à jour dans les scans, il est encore temps de fuir. Bref, sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro. Tout d'abord, on va quand même se remettre dans le contexte de l'arc, histoire de rappeler le pourquoi du comment. Suite à la venue de Capone sur Zou sur Horde de Big Mom, Sanji a dû partir avec lui pour éviter des problèmes à ses Nakama. Le fait que ce dernier ne pouvait échapper à un mariage arrangé avec une fille de Big Mom pour permettre à sa famille d'assassins de s'allier à cette dernière. Bien évidemment, les Mugi ne restèrent pas les bras croisés et Luffy décida d'aller récupérer Sanji et au passage de faire une copie du Road Poneglyph de Big Mom, nécessaire pour que nos héros se rendent enfin sur Raftel. Bon, voilà en gros le speech général de l'arc, c'est grossier, voilà, c'est histoire de résumer brièvement. Je vais quand même commencer par le gros point noir de cet arc, c'est inévitable et à mon sens c'est ce qui lui fait défaut, c'est sa longueur. En temps normal ce n'est pas un facteur qui me dérange spécialement, mais là, force est de constater qu'Oda a trop tiré en longueur pour rien. Après bien sûr quand on voit le final de cet arc et tout ce qui en découle derrière niveau développement, au final la longueur de l'arc est justifiée j'ai envie de dire. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. En revanche, cela ne justifie en aucun cas la lourdeur de l'arc, car je suis désolé, il y a facilement au moins 10 scans qui sont ajoutés et qui n'ont à aucun moment fait avancer les choses. Je pense notamment à la poursuite de Big Mom avec le Sunny. C'était long, c'était tellement lourd que ça en devenait rapidement chiant. On avait envie de passer à autre chose, on va pas se mentir. Et au passage, je vais en profiter pour aborder l'univers autour de Big Mom. Ce n'est plus un secret, Oda a l'art et à la manière de nous pondre des personnages tous plus loufoques les uns que les autres et des îles plus farfelues les unes que les autres, tout en gardant une certaine crédibilité, c'est ça le pire. Charlotte Linley ne déroge pas à la règle, j'ai bien aimé sa personnalité, une personnalité unique et il fallait bien ça pour un empereur. Sa maladie due à son addiction pour les sucreries était plutôt bien trouvée je trouve, et quand elle piquait des cris ça la rendait beaucoup plus terrifiante mais surtout moins ridicule que son apparence le laisse paraître. Même si dans un sens elle ne nous a pas montré grand chose en termes d'action, on a senti qu'elle était encore une ou deux catégories au-dessus de Luffy. Je sais pas, elle dégage une certaine aura particulière, une aura propre à une empereur j'ai envie de dire. Et il ne fait nulle doute qu'on n'a pas fini d'entendre parler bien sûr, sans parler de son fruit du démon surcheaté qui la rend toujours plus puissante. Puis que dire de son flashback qui a été magnifique, dès son plus jeune âge elle était terrifiante, la meuf elle l'était déjà des guerriers géants d'Elbaf. Après voilà, a-t-elle vraiment bouffé Mozart Caramel et les autres enfants? Ça restera toujours ambigu, mais en tout cas, Oda nous a encore prouvé que c'est un génie du flashback. Il s'en sert toujours quand il faut, quand c'est nécessaire pour le développement d'un personnage, et là encore c'était nécessaire pour que l'on comprenne, voire même que l'on s'attache davantage à cet empereur, qui a donc bien été développé en profondeur. Après à mon sens ce qui rend Big Mom si imposante, ce qui rend son empire si grand, ce n'est pas seulement sa puissance phénoménale, c'est aussi ses nombreuses alliances car elle nous a montré qu'elle avait des relations, qu'elle était bien entourée, qu'elle savait s'entourer et que si tu t'attaquais à elle, tu te mettais bon nombre d'ennemis puissants à dos. Bon, sans oublier son énorme famille. Décidément, il y a tout qui est énorme chez elle. Et je vais justement passer à un autre point positif, Katakuri. Bon, je vous apprends rien, il s'agit du second de Big Mom, qui au-delà d'être badass était tellement bien écrit qu'il a justement fait beaucoup trop d'ombre à tous les autres membres de sa famille en fait. Je vais rapidement faire le tour de certains après, mais Katakuri était clairement au-dessus, voilà, il était au-dessus du game, avec son haki de malade là, et j'ai même envie de dire qu'il a presque sauvé l'arc à lui tout seul. Dieu merci, Oda n'en a pas seulement fait un perso badass et trop cool pour les fanboys, il l'a aussi super bien développé et ce en profondeur. Lui aussi il avait sa petite personnalité unique et je vous cache pas que j'ai applaudi quand j'ai vu sa mâchoire difforme et le fait qu'il aimait lui aussi s'empiffrer comme un gros porc. En réalité il ne cachait pas sa mâchoire pour le style mais bien parce que les gens le considéraient comme un monstre et s'en prenait aussi à sa famille. Putain mais quel homme! Qui plus est son fruit du mochi était assez similaire à celui de Luffy sur bien des points et cela nous a permis de prendre réellement conscience du niveau de Luffy et d'à quel point il maîtrisait son fruit lui aussi. J'en viens justement à leur combat, il était vraiment superbe, il avait cette touche d'épicness digne des plus grands combats de One Piece. On a vraiment assisté à un moment grandiose, à un combat où deux bonhommes étaient en jeu leur honneur plus que leur propre vie. Cependant il a quand même été bien entaché par le rythme général de l'arc qui était beaucoup trop décousu. À un moment on avait 3 pages du combat par scan, puis on rebasculait sur le Sunny en PLS, raison de plus qui a rendu l'arc assez lourd au final et j'avais hâte qu'on passe à autre chose sur le coup. Heureusement, et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est après relecture, quand on se tape tout d'un coup, forcément le rythme n'est plus le même, et c'est plus un problème.
Il paraît tout de suite beaucoup plus fluide qu'en suivant le tout en hebdomadaire. Donc du coup, comme le voulait la logique, mais surtout la continuité de l'histoire, il fallait que Luffy se surpasse lors de ce combat, c'est ce qu'il a fait avec son acquis de l'observation. Il était nécessaire qu'il se transcende, qu'il repousse ses limites pour venir à bout de Katakuri. Il est donc passé par une nouvelle forme du Gear 4 qui était ma foi bien stylée. En plus d'avoir vaincu un puissant adversaire, Luffy a aussi obtenu la reconnaissance d'un grand monsieur, d'un grand homme. Allez-y, continuez de sous-estimer Luffy, faudra pas venir bégayer quand il aura battu Kaido. Et c'est la prochaine étape de son périple, faut pas croire. En tout cas, je sais pas vous, mais je trouve que Luffy dégage de plus en plus de maturité depuis ces 2 ans. On sent qu'on peut vraiment compter sur lui maintenant et dès qu'il s'engage dans un truc, rien ne peut l'empêcher de le faire, il respectera toujours ses engagements. Sans oublier qu'il a quand même laté Crackers avant, hein, un autre truc Commander. On peut dire qu'il l'a craqué. Sinon, pour en revenir à la famille Charlotte, j'ai bien aimé le personnage de Perros Perros aussi. Alors je saurais pas vous dire en quoi spécialement, mais je trouve qu'il dégage un certain flow, puis j'ai envie de dire que Monsieur Oda nous a encore prouvé qu'il pouvait partir d'un pouvoir totalement ridicule, en l'occurrence ici le bonbon, pour en faire un pouvoir totalement stylé, et ça c'est fou. Bon, après les autres membres de la famille ne m'ont pas spécialement marqué, je vais juste vous faire part d'une énorme déception, et sans doute ma plus grande de cet arc d'ailleurs, à savoir le traitement de Pudding. En effet, Oda nous a d'abord amené les choses en douceur, il a voulu nous faire croire que c'était la seule lueur d'espoir qui allait pouvoir aider les Mungi en interne dans leur mission. Il nous a donc présenté une fille gentille, douce et attachante, jusqu'à nous révéler son véritable visage. Et comme un con, comme un teubé, je suis tombé dans le panneau. Je savais qu'il s'agissait de la meuf avec les 3 yeux qu'on avait brièvement aperçu par le passé, mais j'étais loin d'imaginer qu'en réalité c'était une salope. Je pensais que son 3e œil allait juste servir de gag pour Sanji quoi, pour sa réaction. Et j'étais encore plus loin d'imaginer qu'en réalité c'était une salope qui n'en était pas vraiment une en fait. Donc attention, Oda nous a fait un double retournement de situation la concernant, ce qui à mon sens a tout gâché. Pourquoi a-t-il tenu à justifier le côté grosse salope de Pudding par un vieux flashback tout moisi où on voit qu'elle était persécutée durant son enfance? Sérieusement, pourquoi? On n'avait pas besoin de ça, sérieux. Je vous jure, le chapitre 851 m'a tellement marqué que je me rappelle encore de son titre, Mego. Quand on a découvert le vrai visage de Pudding mais surtout ses réelles intentions, on a aussi vu un Sanji complètement effondré, un Sanji touchant à qui on venait d'arracher sa seule lueur d'espoir dans une nouvelle vie de merde qui semblait s'imposer à lui. Cette page était tellement sublime, on ressentait toute sa désillusion, et j'étais mal pour lui. Et j'ai juré que ce chapitre m'a fait tomber amoureux de Pudding, j'avais envie qu'elle m'étrangle, qu'elle me lacère, qu'elle me fasse toutes les saloperies qu'elle voulait, mais non. Oda a tenu à tout ruiner en justifiant la méchanceté de ce personnage, et c'est bien dommage à mes yeux. Bon après, tout n'est pas à jeter la concernant non plus, je veux pas non plus faire mon chieur, mais voilà, je trouve ça quand même dommage. Le personnage de Pudding était un minimum touchant, mais je vous avoue que j'aurais préféré qu'elle reste une grosse salope jusqu'au bout. Du coup, on a finalement eu droit à une meuf tsundere, mais bon, pourquoi pas, mais ça reste décevant pour ma part. Idem concernant Smoothies, enfin, pas idem du coup, parce que la meuf, on lui a collé un titre de Sweet Commanders, mais on se demande toujours pourquoi. Elle n'a pas été une seule fois mise en avant, et j'ai trouvé qu'elle était là, comme beaucoup d'autres membres de sa famille, juste histoire de combler un peu l'arc, quoi. Bref, voilà, j'ai fini de faire le tour des principaux points négatifs, maintenant on va s'attaquer au plus merveilleux de l'arc, à des choses qui m'ont tellement fait kiffer, mais je vous dis pas, à savoir la mise en lumière de Brook. Enfin, bordel de merde. J'attendais ça depuis tellement longtemps car je trouvais dommage qu'un personnage au potentiel si monstrueux soit au final condamné à rester au second plan en faisant office de pitre de l'équipage avec ses blagues foireuses. Oda a donc entendu mes prières et décidé de lui accorder le rôle le plus crucial de l'arc, limite j'ai envie de dire, car attends, le type il était chargé de s'emparer de la copie du Road Poneglyph et ça c'est pas rien. Autant dire que les enjeux de l'arc reposaient en grande partie sur ses épaules, il avait énormément de pression mais la pression, Brook il la boit. On se rappellera tous des punchlines qu'il a lâchées à Big Mom, le mec sans pression il tient tête à une empereur dans le plus grand des calmes, bordel que c'était génial. Je pense aussi à Jinbei qui a enfin tiré une croix sur son équipage pour se mettre définitivement au service de Luffy. Sachant que le pouvoir de Big Mom ne fait effet seulement si elle te fait peur, Jinbei n'a même pas sourcillé ne serait-ce qu'une seule seconde lorsqu'il était question de réduire son espérance de vie. Il a littéralement regardé Big Mom droit dans les yeux pour lui dire oh ma grosse, calme-toi, je vais rejoindre un gamin qui va tous vous mettre en PLS à l'avenir et t'es pas prête. Bon, il lui a pas vraiment dit ça, mais vu son regard c'était tout comme. Puis Jinbei s'est directement affirmé dans l'équipage en prenant les commandes du Sunny lors de la poursuite avec Big Mom. Il a littéralement porté tout le monde sur son dos, c'était clairement le timonier qu'il manquait à l'équipage, en plus de lui apporter une dimension de puissance accessoirement plus grande et plus conséquente. Nami m'a bien fait plaisir également, elle a carrément assuré et en est ressorti grandi avec un petit power-up nommé Zeus. On est passé de la meuf qui se chie dessus lorsque l'on mentionne le nom d'un colosse, d'un empereur, etc. à une meuf qui prend ses responsabilités quand on a besoin d'elle. Et elle était déjà essentielle à l'équipage, mais là j'ai trouvé qu'elle en a imposé bien plus que jamais auparavant. J'aimerais vraiment qu'elle impose son gros cul sur mon visage pour être tout à fait honnête avec toi. Mais Willy, ça va pas de dire des choses comme ça? Bref, le seul Mugi qui m'a encore déçu c'est bien Chopper. J'ai l'impression qu'il a définitivement été réduit en mascotte foireuse. Le type n'a même pas été capable d'assurer son rôle de médecin de l'équipage. Je suis désolé quand Luffy était en danger de mort à cause du poison. Il n'a pas été là pour lui, et c'est Reiju qui l'a sauvé et personne d'autre et je trouve ça assez désolant.
Avant de me pencher sur le cas de Sanji, j'aimerais revenir sur les Germain. Alors hormis Reiju, je les ai vraiment trouvés un peu osef jusqu'au final de l'arc où là ils ont carrément assuré. Cela dit, la relation entre Sanji et sa famille était très intéressante, cela a permis de creuser un peu plus le personnage de Sanji tout en le rendant un peu plus touchant, un peu plus humain justement contrairement à sa famille. Alors en effet c'était clairement plus que jamais l'année de Sanji, comme l'avait annoncé Oda. Il a bien été mis en lumière, on est d'accord. Que ce soit la réalisation du gâteau capable de câbler Big Mom, la scène où il prend de haut son père, c'était magnifique. Luffy qui nous prouve une fois de plus à quel point Sanji est essentiel à l'équipage et pour la suite de l'aventure en nous faisant une belle démonstration d'une amitié purement sincère. Cependant, je vous avoue que j'en attendais un poil plus niveau action. J'aurais aimé qu'Oda lui offre un petit combat ou juste qu'il one-shot quelqu'un. Ça aurait été cool, mais bon, avec Wano Kuni qui arrive, je me fais pas de soucis de ce côté-là. Sanji aura forcément une occasion de briller à un moment ou à un autre. Concernant Carrot, j'ai trouvé sa transformation bien classe, mais un poil trop limitée dans le temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fera partie de l'équipage. J'oublie pas le grand Pedro. Ah putain Pedro, quel homme. Je vous cache pas que j'ai eu peur qu'Oda nous fasse un faux sacrifice à l'appel sur Alabasta, mais finalement non, il a bien assumé son choix, et tant mieux, car il n'y avait aucun intérêt à le faire survivre, tout simplement. Il était venu aider les Mugi en connaissance de cause, il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps, et il a donc décidé de faire tout son possible pour aider ses amis, voilà, c'était magnifique, et c'est un grand personnage. J'ai également été agréablement surpris par Capone qui était jusque là l'un des supernovas que je trouvais le plus osef et pourtant il nous a prouvé qu'il avait une belle paire de couilles bien solide. J'ai bien aimé son petit développement et principalement son sens de la famille qui l'a tout de suite rendu plus attachant. Sans oublier de mentionner la présence de Morgan, ce qui va justement me permettre de faire la transition avec les conséquences et les enjeux derrière cet arc. Tout à l'heure je vous disais que sa longueur était justifiée puisqu'il s'agit d'un arc qui a développé énormément de choses, notamment tous les points positifs que j'ai cités précédemment. Et le fait que Morgan ait été témoin de quasiment tous les exploits des Mugi, ça se sentait déjà pas bon pour eux. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a carrément déformé la réalité en attribuant tous les mérites à Luffy, ce bâtard. Donc comme si c'était lui qui avait été le cerveau derrière le plan de l'assassinat, comme s'il avait vraiment fait tomber et vaincu Big Mom alors que non. Certes il a semé la bagaille dans son territoire, certes il a vaincu 2 Sweet Commanders, certes il y a eu aussi sa flotte à prendre en compte qui lui fait office de nouvelle force de frappe, mais pour moi... Luffy ne mérite pas encore sa prime de 1,5 milliard de berries, c'est beaucoup trop 1 milliard d'un coup quoi. Après qu'on soit clair, je suis content de la tournure que prend l'histoire, ainsi que l'ascension de notre héros, mais la prime, personne ne s'attendait à un montant aussi élevé. J'aurais dit 1 milliard maximum tout court, mais en étant gentil, parce que là, prendre 1 milliard d'un coup, voilà, ça pèse. Ça part en couille comme les transferts au foot. Bref, c'est vraiment avec les retombées à travers le monde qu'on se rend vraiment compte de l'importance qu'avait cet arc pour la suite de l'histoire. Non seulement pour la possession d'un nouveau Road Poneglyph pour l'équipage, mais aussi pour la montée en puissance des Mugi, et autant se dire que ça promet pour Wano puisque Big Mom était aussi liée à Kaido par le passé. J'imagine même pas le bordel si elle se ramène aussi. Après j'en doute, ça m'étonnerait pas que ce chacal de Barbe Noire profite des dégâts causés par les Mugi pour s'en prendre justement à Big Mom, ça serait le moment idéal pour le faire et asseoir davantage son empire. Donc pour conclure, j'ai tout de même globalement très apprécié cet arc, et surtout après relecture. Si je devais lui donner une note, ce serait un bon 7,5 sur 10 ou un 8 sur 10, car bien qu'il reste bon, j'estime qu'Oda aurait pu faire mieux et aurait dû faire mieux avec tous les moyens qu'il avait à disposition. Par contre là, il a déjà commencé à frapper très fort avec les révélations et les mystères qui s'enchaînent à la rêverie, et qui surtout nous retournent le cerveau, putain de merde. Putain mais c'est quoi ce chapeau sérieux, il sort d'où? Oda, arrête de jouer avec mes couilles s'il te plaît. Un coup tu nous montres un truc de fou, le scan d'après tu fais genre c'était une soirée un peu trop arrosée, genre il s'est rien passé, mais tu nous balances encore un scan riche en informations et révélations, le tout avec un cliffhanger de fin encore. Non mais quel génie. D'ailleurs selon vous, de quel pirate Shanks peut-il bien parler? Personnellement le choix le plus évident serait Barbe Noire, ce n'est pas forcément le plus logique, car le monde entier connaît Barbe Noire, sa réputation n'est plus à faire j'ai envie de dire, et je pense que le Gorosei est bien informé sur lui aussi, à moins que Shanks souhaite vraiment passer à l'action à son sujet, et car il devient peut-être beaucoup trop dangereux, ça reste à voir. De mon côté je pense aussi à Weibol, il nous a pas été présenté comme un Barbe Blanche 2.0 pour rien. Même Kizaru qui est un amiral reconnaît sa puissance, c'est même déjà un corsaire, ce ne sont pas les ambitions qui lui manquent puisqu'il souhaite en finir avec tout l'équipage de Barbe Blanche. Il a d'ailleurs déjà commencé à le faire et il est à la recherche de Marco et de Luffy et en plus de ça il en veut à Teach. Ajoutez à cela qu'il est complètement teubé mais surtout manipulé par sa mère, donc par conséquent il représente un danger un peu monstrueux et incontrôlable par le gouvernement et imprévisible aussi j'ai envie de dire. Donc ils ne peuvent pas vraiment avoir confiance en lui. Sachant qu'en plus de ça, Oda nous a prévenu qu'une menace liée à Barbe Blanche allait bientôt passer à l'action. Perso je mise sur Weibol, donc ça m'intéresserait d'avoir vos avis concernant l'identité du pirate mentionné par Shanks. Non mais sérieux Shanks, c'est quoi ce personnage? Un coup il arrête une guerre en claquette, un coup il va à la chicha avec le Gorosei, c'est quoi la prochaine étape sérieusement?
En tout cas, One Piece me hype plus que jamais en ce moment même et me confirme plus que jamais aussi que c'est bien le manga qui me passionne le plus. Sur ce, la vidéo est terminée, je sais que vous l'aviez beaucoup attendu celle-là, donc j'attends vos avis sur celle-ci et sur l'arc dans les commentaires. Je compte aussi sur vous pour soutenir la chaîne en likant si la vidéo vous a plu bien entendu. Et je vous invite aussi à partager, vous imaginez pas que juste le fait de parler de ma chaîne autour de vous, que ce soit dans les commentaires YouTube, sur Twitter ou autre, ça m'aide vraiment à avancer, donc encore une fois merci à vous. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et sur ce moi je vous dis, on se reverra. 気荒れ性あいつはやべえむき出しな本性戦場そこらのやつには真似できない根性目指せ頂上レベルが目に勝ちくこの悲惨なエリアゲラゲリラ下克上俺らの夢を叶えてくれよ Street dreams are made of these souls